Bonjour, bonjour. Ce sera pas bien long, on va commencer dans quelques minutes. Super, je pense, François, que dirais-tu si on commençait? Qu'est-ce que je commence? Tu veux que je commence? C'est moi que tu veux Ah qui non, ouvre non, la. je pense qu'on est prêt, on peut commencer. OK. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire sur la conformité et la confidentialité des données de manière simplifiée, données par Dialogue Insight. Aujourd'hui, notre objectif, c'est un peu de vous démontrer finalement au niveau des outils, là, comment avec Dialogue Insight, il est possible de tourner, de travailler avec tous les changements réglementaires que l'on vit aujourd'hui. Je me présente, mon nom est Alexandre Touin, je suis vice-président aux opérations chez Dialogue Insight. Euh, depuis bientôt, en fait, depuis plus de 10 ans chez Dialogue Insight maintenant. Mon rôle est principalement s'assurer que l'équipe soit performante, s'assurer que les processus de l'entreprise soient efficaces, mais aussi dans une approche très, très orientée client. Donc, je suis en contact avec de nombreux clients qui vivent de nombreux défis et c'est un peu de ça qu'on va vous parler aujourd'hui. C'est un peu basé sur cette expérience-là. Et je suis accompagné de François. Oui, moi c'est François. Je suis le directeur gestion de produits. Ça fait pas aussi longtemps que je suis en poste, ça fait juste 8 mois. Alex a bien sûr son discours de près de comment il se présente et comment ce sont ses responsabilités. Moi, j'ai pas encore créé ce discours-là. Je le raffine à chaque fois que je le fais. Euh, Moi, c'est ça, je suis le directeur gestion de produits, donc je suis en charge de toute l'équipe de produits, de voir quelles améliorations on fait à la plateforme, les prioriser, définir les directions, définir les grands axes d'investissement pour la plateforme et de tout diriger cela pour qu'on s'assure de développer les bonnes choses de la bonne façon pour les besoins de nos clients. Excellent. C'est pas Euh, mauvais quand même. Ouais, non, c'est bon, tu tiens. Dans le fond, juste rapidement, là, pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins Dialogue Insight, là, Dialogue Insight, c'est principalement une plateforme. C'est une solution SaaS là, qu'on offre en marketing personnalisé, automatisé. Donc, on fait énormément de gestion de data. C'est pour ça qu'on va se concentrer aujourd'hui sur les impacts légaux au niveau des données. Mais évidemment, au travers de tout ça, ben, on s'occupe chez nous plus que cela. On s'occupe autant de la centralisation, l'automatisation, le côté analytique des données, des performances des campagnes. Donc, on est vraiment là pour aider nos clients à enrichir leur expérience, là, finalement, utilisateur, leur expérience client auprès de leur clientèle. On est sur le marché depuis plus de 20 ans, en fait, distribué principalement au Canada et en Europe, en France, autour de 80 employés au total, principalement en développement puis en service client. Euh, on a énormément de gens qui nous font confiance. C'est super. On a fait un petit sampling ici là, qui touche un peu tout. Mais on travaille avec de nombreuses marques là, un peu partout dans le monde pour les aider finalement dans leur gestion de données. Si on embarque dans le sujet finalement, aujourd'hui, on va parler de conformité et de confidentialité. Quand je dis de conformité et de confidentialité, dans le fond, ce qu'on va toucher, c'est un peu trois sujets précis. En premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le cadre légal. Puis, François, tu peux peut-être juste aller à la prochaine. Ouais.
On va regarder rapidement le cadre légal. Une des choses, on s'est présenté au départ, ni François ni moi sommes avocats. On n'est pas là pour donner un cours complet sur la gestion de la loi, mais on va quand même vous donner, grosso modo, l'approche de ces lois-là, pourquoi elles sont là et c'est quoi les impacts sur nous finalement, sur les gens qui travaillent en marketing. Qu'est-ce que eux, ça cause finalement chez eux. Puis après ça, bien évidemment, on va aller regarder un peu au niveau de la plateforme certaines fonctionnalités qui ont été release dans quoi, les 2 dernières années, je dirais environ, là, pour justement appuyer ces aspects-là. Évidemment, ça va être une petite portion très spécifique, puis ben, s'il y a de l'intérêt, on pourra en discuter plus tard. Si je regarde tout ce qui est le cadre légal, évidemment, les lois sont. C'est difficile de les expliquer parce qu'il y a une notion de territoire au travers de ça. C'est pas la même chose au Canada que ce l'est aux États-Unis, que ce l'est en Europe, mais ils ont tous un principe qui est fondamental, puis qui est le droit à la vie privée et la notion de consentement libre. Ça c'est un peu la base qui est rattachée à tout ça. Si on regarde, là, dans le fond, l'historique rapidement, en 2003, il y a eu CAN-SPAN là, qui est arrivé aux États-Unis. C'est considéré comme le grand papa là, un peu des cadres réglementaires. C'était le premier qui essayait de limiter un peu la notion des envois par rapport à ça. Particulièrement, puis on remonte à 2003, c'était beaucoup rattaché au contenu pornographique qui était envoyé dans les boîtes courriels non sollicitées. Donc, c'est un peu un premier cadre légal par rapport à ça. Puis, grosso modo, le plus grand leg de cette loi-là, c'est principalement la notion d'envoi marketing. D'essayer de commencer à cadrer un peu c'est quoi un envoi marketing, puis comment on le standardise finalement pour être en mesure par la suite, avec les lois d'après, de venir mieux encadrer le tout. Ensuite de ça, en 2014, au Canada, on a eu la loi C-28. La loi C-28, pour ceux qui ne la connaissent pas, peut-être plus les gens en Europe, ça a principalement introduit la notion de consentement. C'est-à-dire que pour envoyer une communication, il fallait avoir le consentement de la personne. Le consentement pouvait être express ou tacite, qui sont les 2 termes utilisés dans les textes de loi. Express veut dire, ben, je remplis un formulaire et je dis que je veux recevoir l'infolette, par exemple. Ça, c'est quelque chose de très, très classique. Alors que les tacites étaient plus rattachés à tout ce qui est l'implicite derrière les relations. Donc, si par exemple, je suis un ordre professionnel, ben, j'ai implicitement le droit d'envoyer des communications à mes membres qui vont venir discuter de leur renouvellement, qui vont venir discuter de ce qui se passe dans l'industrie, etc., etc. J'ai pas, en tant que membre de cet ordre-là, je n'ai pas nécessairement dit que je voulais recevoir de l'information, mais c'est un peu implicite. Je simplifie, mais grosso modo, c'est ce que la loi est venue apporter. En 2018, le RGPD, quand il est arrivé, lui est allé encore plus loin, moins concentré sur les communications électroniques, email, SMS, etc., plus à la notion de la gestion des données. C'était vraiment là une des premières lois plus rigides sur la gestion des données. Donc, de ne pas pouvoir collecter de manière, je dirais, transparente les données des gens sans un minimum consentement. Une des choses aussi que ces lois-là ont commencé à introduire, c'est le droit à l'oubli. Ça, on va y revenir. Mais c'est en tant que personne d'être capable de demander d'être oublié par la marque. Et en 2023, on est encore dans les soubresauts de tout ça. Inspiré fortement par le RGPD, est venue la loi 25 au Canada. Évidemment, chaque loi va toujours un tout petit peu plus loin. Ce que la loi 25, puis je ne veux pas me lancer dans trop décortiquer cette loi-là, parce qu'on pourrait en parler pendant 1 heure. D'ailleurs, on a un super webinaire qui a été donné sur le sujet il y a environ 9 mois. Je vous le suggère fortement.
Mais ça a ajouté une certaine notion de responsabilisation envers le public par les entreprises. Donc, par exemple, deux choses que la loi est venue donner, c'est l'obligation d'avoir un DPO, un Data Protection Officer, dans l'entreprise. C'est quelqu'un qui est responsable et imputable de la gestion des données par l'entreprise. Donc, ça vient vraiment responsabiliser l'entreprise. Et aussi, avoir une espèce de traçabilité claire de l'utilisation des données. C'est-à-dire que si je cumule des données parce que j'ai le consentement des gens, bien, en tant que marque, je l'ai. Ça ne veut pas dire que je peux les vendre, ça ne veut pas dire que je peux nécessairement les distribuer, les mettre dans des systèmes qui sont hébergés un peu partout dans le monde, peut-être dans des endroits où la gestion des données est moins efficace. Je ne peux pas faire cela sans informer d'une certaine manière les utilisateurs. En gros, c'est ce que la progression de ces lois-là qui est venue aller. Bien sûr, il y en a d'autres qui sont créées dans d'autres régions. On le sait qu'aux États-Unis, il y en a eu d'autres lois. En Californie, ou des lois plus régionales là, qui se sont ajoutées par-dessus tout ça. On regarde vraiment plus au global sur les lois que nous, sur les marchés qu'on a parlé le plus, qu'on entend parler là, beaucoup. Là. Oui, c'est un super bon point, hein, François. Dans le fond, mais tout ça revient un peu à ce que je disais au départ. C'est la notion du principe du droit à la vie privée. Évidemment, chaque législation peut approcher cet élément-là différemment selon son contexte. Mais si on regarde le pourquoi, dans le fond, pourquoi ces lois-là sont plus présentes aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 10-15 ans, mais je pense que juste en le nommant, déjà, les gens ont des idées par rapport à ça. Tu peux aller à la prochaine slide. Dans le fond, par exemple, l'acquisition de données est en croissance dans le monde. Ça, il n'y a pas personne qui peut dire l'inverse. Que ce soit de manière directe, que ce soit de manière indirecte, du first data versus du third data. Tout ça fait qu'on accumule de plus en plus de données. Puis une des choses qu'on voit de plus en plus, c'est aussi la catégorisation du niveau de criticité de ces données-là. Par exemple, des données médicales sur une personne sont probablement beaucoup plus critiques que sa préférence d'animaux de compagnie. Donc, ce niveau-là de données, peu importe, a une valeur, peu importe un niveau d'importance, mais ce niveau d'importance-là, évidemment, peut varier. Au travers de ça, l'intelligence artificielle qui commence à arriver, hein, je pense que tout le monde est tout à fait conscient, puis on joue tous avec ces outils-là là, actuellement. Cette intelligence artificielle-là, évidemment, va venir chercher de la donnée, va venir travailler avec cette donnée-là. Puis il y a encore une espèce d'incertitude éthique un peu par rapport à cette intelligence, à ces intelligences artificielles-là, à savoir comment ça va être traité. Puis souvent, c'est basé sur tout ce qui a été publié sur le web, tout ce qui est disponible sur le web, donc, entre autres, nos données. Non seulement ça, mais en plus, en tant que différentes marques, le niveau de maturité au niveau de la sécurité, le niveau de maturité au niveau de l'utilisation de ces données-là est en évolution. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, puis ça veut dire aussi qu'il y en a qui sont moins bons que d'autres. Donc, il y a eu beaucoup de cas dans les dernières années de data breach, de fuite de données. Il y en a, j'ai mis quelques exemples, là, mais vous avez tous des exemples précis à ça, là, que ce soit le scandale de Cambridge Analytica avec Facebook il y a quelques années, Ashley Madison qu'on voit ici, qui est quand même un qui est légèrement drôle. Mais non seulement ça, mais celui au centre, je l'aime bien aussi, là, plus de 30 000 Québécois touchés par une fuite de données au Conseil du Trésor. On parle d'un office gouvernemental, on parle de gens qui ont quand même les reins solides au niveau de la protection des données, mais qui, malgré tout, peuvent se retrouver dans cette situation-là, ce qui fait que la confiance des consommateurs n'est pas tout à fait là au niveau de la protection des données. Qu'est-ce qu'on fait? On renforce les lois. Ça, c'est un peu le cadre dans lequel on est. C'est-à-dire que les lois sont là un peu pour
venir toucher aux plus mauvais joueurs qui ont utilisé les données, qui ont mal utilisé les données, les joueurs qui se sont fait peut-être hacker, qui ont eu des fuites de données, etc., etc. Puis un peu tout le monde paye parce que le cadre légal, dans ce cas-là, il augmente. Une des conséquences, en fait, que ça a, c'est sur les gens qui travaillent avec les données, donc souvent les départements marketing. Parce que, bien évidemment, là, j'ai mis des exemples de conséquences qu'on a. J'aurais pu en mettre beaucoup, beaucoup d'autres, je pense, là, mais ça reste que ça se catégorise grosso modo en deux grandes catégories, c'est-à-dire A, mon travail est plus difficile parce que je dois faire plus de manipulation, et B, mon travail est plus difficile parce qu'en plus, les attentes sont élevées et j'ai accès à moins d'outils que je pourrais pour atteindre mes objectifs. Grosso modo, c'est à peu près un peu les conséquences que les gens en marketing vivent avec ce cadre légal-là, qui est aujourd'hui celui que j'ai expliqué, mais qui, dans 5 ans, va avoir probablement encore évolué. Donc, à partir de là, bien, comment on peut se positionner, comment on peut s'outiller, comment on peut s'assurer que l'on peut présenter des outils simples d'utilisation puis qui aident les gens en marketing. Mais c'est là que vient un peu la meilleure plateforme sur la planète. Je n'ai pas de problème à le dire. Dialogue Insight. François, je te passe un peu la balle ici. On va Yes, aller creuser l'outil. good, c'est ça. Je vais rentrer un peu plus dans ce qui est commencer par expliquer notre philosophie par rapport à comment on évolue nos outils de conformité données. Comme Alex parlait, on n'est pas un expert légal, on est un expert en solutions de manipulation de données. Donc, on est des experts de base de données, de gestion de campagne marketing et tout ça. Non, on n'est pas un expert légal, mais selon l'interprétation de nos clients, on adapte notre solution en fonction. Puis c'est à travers toutes ces expériences-là que nos clients nous donnent, puis les retours, puis des fois, il y a un département marketing d'un de nos clients qui va dire ah ouais, est-ce que tu as pris en compte cet aspect-là? Puis après ça, on peut faire évoluer nos outils, puis on fait évoluer nos outils. Je vais te donner une couple d'exemples. Euh, le premier, quand la loi 25 qu'Alex discutait tantôt est sortie, dans nos gros clients, il y a eu une analyse majeure à ce moment-là de toutes leurs pratiques de gestion de la donnée. Et c'est là qu'ils ont commencé à évoluer un peu, puis voir, OK, sont où les trous dans notre façon de gérer les données, quelles données on stocke, où est-ce qu'ils sont stockés, jusqu'à où, combien de temps ils sont stockés. Puis à travers tout ça, on a réalisé que il y avait des outils, il y avait des outillages qu'on n'avait pas. Donc, pour ce client-là, on a été capable de lui créer une solution très rapidement pour s'adapter à ses requis légaux, mais à partir de cet apprentissage-là qu'on a eu de nos clients, on a été capable de builder un outil que je vais présenter plus loin, là, qui est notre outil d'épuration de données relationnelles. Un autre exemple qui est beaucoup plus récent, même il y a juste quelques mois, puis on est tout juste en train de finaliser les développements. Un de nos clients est venu nous parler par rapport au cookie consent, les témoins dans les pages qui sont hébergées chez Dialogue Insight. On avait des solutions, on a des solutions, mais on n'avait peut-être pas apporté notre réflexion plus loin. On était resté à ce que nous, comme je dis, on n'est pas un expert légal, donc on avait nos limites, on avait notre interprétation, que OK, nous, on est conforme, mais après ça, les clients nous ont fait réaliser, ah, OK, il y a une coupe d'amélioration ici dans comment vous pouvez gérer, comment on veut gérer nos témoins sur votre plateforme. Donc là, c'est là que nous, on est allé de notre côté regarder, OK, ben, comment est-ce qu'on peut offrir quelque chose qui va être facile d'usage pour nos clients ou qui va vraiment répondre aux critères de notre client par rapport à ces requis légaux, de notre client. C'est vraiment une question de, avec l'expérience qu'on a, avec les interprétations de nos clients, on est capable de builder un produit. C'est vraiment là qu'est notre core, là, de builder un produit qui évolue et qui permet à d'autres de se conformer plus rapidement en leverage là, en anglais, les interprétations des autres clients qui sont venus avant d'eux. Donc, cette agglomération de connaissances-là, si je peux le dire de cette façon-là,
et de cette expérience-là offre une plateforme qui évolue vers une conformité additionnelle pour nos clients et pour l'ensemble de nos clients, pas juste un client quand il demande quelque chose. Non, nous, on va plus loin pour offrir une solution qui systématise la solution au problème pour que tout le monde puisse, tous nos clients puissent en bénéficier. Donc, à haut niveau, ça ressemble à ça notre philosophie. Je voulais un peu plus rentrer dans des sujets axés et ensuite aller voir dans la plateforme, en même temps aller voir dans la plateforme comment ils sont intégrés. Donc, en termes de 3 grandes catégories ici, j'ai le premier qui est le suivi comportemental, un gros sujet comme Alex mentionnait. Un sujet qui est beaucoup basé sur le fait que le monde veut avoir une transparence dans comment la donnée est recueillie sur moi. Quelles données j'accepte que le client, que la compagnie avec qui je fais affaire recueille sur moi. Donc, nous, chez Dialog Insight, c'est vraiment un outil qu'on a développé depuis le RGPD qui a été mis en place en Europe pour nos clients français et qu'on continue à faire évoluer maintenant que les interprétations et les nouvelles lois évoluent au fur du temps. Donc, c'est vraiment l'objectif, c'est de dire, OK, comment est-ce que je respecte les préférences de suivi de mon client? Donc, je vais sortir d'ici, je vais juste... vous voyez mon écran, right? Je vais juste valider. Yes, good. Oui. Donc, c'est ça. Là, je suis rentré dans notre outil de suivi comportemental qu'on appelle, c'est l'outil built-in dans l'application qui cherche à systématiser le consentement ou l'acceptation d'être suivi dans les communications marketing. Donc, pour tous nos canaux, nos canaux SMS, mobile push, courriel. Souvent, on parle beaucoup de courriel, mais on a d'autres canaux aussi avec que ça s'applique. Donc, l'idée de cette fonctionnalité-là, c'est de permettre d'anonymiser le contact et les actions du contact. Donc, j'ai un petit exemple ici de comment ça ressemble. Donc, on peut voir que quand on fait un envoi, j'ai 2 des contacts qui sont non suivis, donc qui sont anonymisés. Donc, même si je sais que les livraisons se sont faites à ces personnes-là, je ne sais pas qui elle est. Donc, c'est un outil qui permet à la personne de dire j'accepte ou je refuse de me faire suivre. On a récemment ajouté une nouvelle façon de gérer. J'ai un petit poisson ici. De gérer les suivis comportementaux pour que ce soit un mode opt-out qu'on appelle. Donc, la personne est traquée par défaut, mais elle peut se retirer, ou être en mode opt-in. Donc, par défaut, elle n'est pas suivie, mais si je donne mon consentement pour être suivi. Donc, tout ça, c'est vraiment dans l'optique de donner une flexibilité puis une possibilité d'offrir le choix au contact. Est-ce que, oui ou non, tu es correct avec les données que je recueille sur toi, surtout les clics, les ouvertures, par exemple, dans les courriels ou même les clics dans un SMS ou tout ça. Donc, est-ce que je suis capable d'utiliser est-ce que tu veux que je continue à utiliser cette donnée-là pour faire ma personnalisation? Donc, Si je peux, François, c'est un des éléments qui est super important parce que dans les défis qui ont été soumis au départ, il y avait beaucoup cette gestion-là de est-ce que je peux traquer? Et si je ne traque pas, comment je fais pour ne pas traquer de manière individualisée? Et ce, dans l'ensemble du processus de communication. Donc, avec cette fonction-là, finalement, ce qu'on vient faire, c'est retirer de manière automatique pour les gens qui désirent être retirés, ce consentement-là et ce tracking-là au travers tous les outils. Donc, la personne continue à exister, vous n'avez juste pas les résultats pour cette personne-là face à ce qu'elle désire. Puis, ce qui est venu assez rapidement par rapport à cet outil-là, quand on est arrivé dans nos nouvelles interprétations, c'était le concept marketing de dire, OK, mais comment est-ce que, que je pose la question comme dans un browser, c'est facile, tout le monde comprend, connaît les bannières de cookie consent. Là, tout le monde sont habitués. Maintenant, je pense que on a tous cliqué 1000 à ce point-ci. Là. Mais c'est ça. Donc, comment est-ce que je m'en vais pour recueillir que la personne qui n'a pas dit oui ou non, je veux,
comment est-ce que je vais recueillir ce consentement de cette personne-là. C'est là qu'on a développé le concept d'avoir un formulaire d'interception. Donc, d'être capable, quand j'envoie un message à la personne et la personne clique dans mon courriel, je peux lui afficher un formulaire immédiatement à ce point de contact-là entre son clic et sa page de où il voulait aller pour lui dire, hey, j'ai pas ton consentement, je sais pas ton statut, est-ce que tu me permets ou tu me permets pas de traquer? Puis tu peux expliquer pourquoi tu as besoin de cette information-là, tout avoir un formulaire, j'ai pas un formulaire ici, je peux en créer un langue FR. Je pense que j'en avais un de créé. Je pense que je vais devoir utiliser. Pardon. Faire du switch de compte. Ah, là, c'est là. Donc, c'est ça. On peut voir, là, je vais avoir un formulaire qui va s'afficher, puis capturer, puis je veux inciter, puis avoir tout mon branding pour dire, OK, j'ai un formulaire qui vient s'afficher au moment du clic, quand la personne est là, pour lui demander, est-ce que tu veux oui accepter, est-ce que tu veux non refuser, ou même si le client, lui, ne veut pas donner son statut maintenant, mais on peut lui dire, OK, ben, tu peux repousser la décision à plus tard avec un bouton de demander plus tard. Donc ça, c'est notre concept de suivi comportemental. Comme je dis, ça s'applique un peu partout dans l'application. Puis ça, c'est aussi beaucoup built-in dans les communications puis nos canaux, mais ça affecte aussi nos outils ou les tracking qui se font à partir de la donnée de euh, de Dialogue Insight dans des sites web. On parle surtout de notre outil de parcours, par exemple, un petit parcours qui est capable d'associer une personne qui a cliqué dans un courriel ou dans un message à ses visites dans le site web. Alors, le suivi comportemental peut s'appliquer sur ces trackings-là aussi pour dire, OK, ben, bon, si j'ai pas donné mon consentement, si j'ai dit je veux pas que tu me traques, ben je veux pas que tu sois capable en arrière de traquer que je suis arrivé sur mon site, sur ton site web, right? Ça défierait, ça serait contre le but de l'outil. Donc, par exemple, les règles d'injection, pour le monde qui connaisse cette fonctionnalité-là, qui permettent d'insérer des paramètres de contact, ces outils-là aussi vont respecter le consentement de la personne selon ce qu'il a dit, là, ce que le contact a dit dans ses préférences. Donc, c'est vraiment ce concept-là au niveau de suivre le suivi comportemental. Donc, c'est par rapport à quelles données j'ai le droit de recueillir, quelle information je veux que le contact te donne le droit de recueillir dans son tous les jours. Je vais retourner rapidement à mes slides. Alors le deuxième aspect, c'est vraiment basé sur la bannière de cookie. Désolé, je ne veux pas partager parce que j'ai peur que ça affiche le present view, là, mais c'est la bannière de cookie de témoin. Donc, comment est-ce que après ça, là, on parlait vraiment dans les communications, puis comment la donnée de Dialogue Insight fit là-dedans. Mais comme je disais tantôt, on a un client qui nous a approché, puis il a dit ouais, mais avec les nouvelles interprétations des lois de gestion des tracking, j'ai besoin d'aviser aussi sur le site, sur une page, quels témoins j'ai qui vont venir t'identifier ou quoi que ce soit. Donc, juste avoir une transparence sur quel témoin j'utilise. Donc, c'est de là qu'on est parti de ce principe-là, encore pour donner la transparence, pas juste donner le choix, mais aussi donner la transparence de dire quelle information je veux. On a développé une fonctionnalité, on peut voir ce que ça redonne, une fonctionnalité de bannière qui est inclue dans tous nos outils, donc qui est uniformisée dans tous nos pages qui sont hébergées chez Dialogue Insight. Donc ici, on peut voir avec notre module d'événements, j'ai la bannière, mais je pourrais aussi dans une page destination avoir la même bannière pour mon sondage aussi. Donc c'est vraiment le concept d'avoir une bannière unifiée qui s'affiche pour tous les pages qui sont hébergées, toutes mes pages qui sont hébergées chez Dialogue Insight. Donc, ce concept-là aussi s'applique pas juste pour dire que j'ai une bannière qui est unifiée, mais là, ici, on peut voir le rendu, puis c'est avec l'outil de notre client qui avait demandé cette option-là. C'est un outil externe qui s'appelle OneTrust, je crois,
qui nous permet d'intégrer donc cette bannière-là, qui est la même bannière qui revient sur le site web corporatif du client. Donc, c'est le même consentement de cookies qui va être réutilisé sur les 3 pages qui sont hébergées chez DI, mais aussi les pages, le site web corporatif. Donc, dépendant de la configuration, surtout basée sur les domaines, un des gros bénéfices d'avoir le même outil qui gère les cookies pour les 3 ou les 4 ou n'importe comment de modules vous avez chez Dialog Insight. On en a plusieurs qui génèrent des pages web. Ça va être le même consentement de cookies. Donc, ça va être, si je clique sur le site web, que je dis Accept All, quand j'arrive pour sondage, j'ai pas encore la question. Le browser connaît déjà la réponse et va respecter ce consentement-là qui a été donné ou cette acceptation-là qui a été donnée dans un autre endroit. Ça donne vraiment une transparence à l'utilisateur, puis ça donne une unification de cette gestion-là pour pas qu'il y ait en fait, pour simplifier la vie des marketeurs. C'est là que j'ai peut-être pas misé beaucoup sur cet axe de communication-là, mais l'objectif final, c'est que ce soit facile. Comme je disais avec les suivis comportementaux, c'est un outil qui s'applique automatiquement. Je le set, je mets des affaires en place pour aller recueillir les consentements implicites. Puis après ça, je peux l'oublier puis continuer dans mon day-to-day sans avoir à faire des tâches chronophages de toujours aller s'assurer que je respecte mes consentements. Donc ici, c'est le même objectif. C'est cette unification-là qui est intéressante parce que dans le Mhm. fond, ce que ça fait, c'est que ça donne la capacité aux gens, aux utilisateurs là, de la plateforme, avec quelques actions, s'assurer que globalement, c'est géré. Je simplifie, là, Mhm. mais c'est vraiment ce que ça donne, c'est cette simplification-là du travail pour l'ensemble des utilisateurs. Là. Exact. Donc, ça, c'est le troisième axe là, qui est comme on a commencé, on a dit, OK, bon, quelles données je veux être capable de recueillir. Après ça, j'ai mis de la transparence dans les pages que je recueille de l'information. Le dernier point, le dernier axe, la dernière catégorie pas de standardisation, mais de conformité on a misé dessus aussi dans les dernières années, c'est tout l'aspect de gestion de données. En fait, comme je discutais tantôt, les lois ont évolué beaucoup, puis les interprétations ont évolué, puis surtout quand on parle de jargon légal, ça peut devenir un peu, un peu difficile à comprendre. Pourquoi est-ce que ces lois-là sont là? En fait, c'est juste une question de combien bien gérer la donnée que le monde m'a donné le droit de recueillir sur eux. Donc, disons que quelqu'un m'a donné le droit de le suivre dans ses clics, dans ses visites sur mon site web, tout ça. Il y a quand même une question de dire que je veux pas que tu gardes cette information-là ou je veux pas que tu utilises cette information-là à vie. Dans le sens que, puis je me suis créé un petit exemple ici, là. Disons que je m'en vais aujourd'hui regarder sur un site pour m'acheter une guitare. Right? Mais je fais même pas l'achat, je fais juste regarder une guitare. Tout le monde, comme d'un point de vue marketing, c'est pertinent que je fasse des publicités immédiatement après cette visite-là, ou déjà je recommande des produits à rattacher immédiatement après ça. Puis, étant une personne qui clique toujours Accept All sur toutes les bannières de cookies que je vois, je m'attends à ça, parce que moi, je suis vraiment, je vais dire, comme étant un représentant de Dialogue Insight, moi, j'y crois beaucoup, très fortement en la personnalisation du marketing. C'est pour moi, c'est quelque chose qui est juste nécessaire parce que je veux juste avoir des publicités que n'importe où je sois qui sont adaptées à moi. Mais euh, même à ça, même étant une personne qui est très, très, très ouvert à laisser le monde récolter de la donnée sur moi, je veux pas qu'ils utilisent la donnée qu'ils ont récoltée d'il y a 3 ans pour me faire des personnalisations maintenant. C'est juste moins pertinent, puis ça a l'air un peu weird, là, disons, à un certain point. Si tu es en train de me proposer des guitares dans 3 ans, puis j'ai fait aucune autre action depuis, ça me semble weird. Là. Il y a quelque chose que tu devrais gérer ta donnée un peu mieux parce que c'est plus des pubs qui sont adaptés à qui je suis maintenant.
Donc, pour moi, c'est vraiment là qui est la, la gestion. Pardon, c'est pas cette page-là que je voulais être. C'est là qu'on a développé notre outil d'épuration de données relationnelles parce que c'est là qu'on avait trouvé ce trou-là, que dire les données relationnelles, là, c'est peut-être un terme un peu plus technique, qui est la donnée comportementale que vous pouvez importer chez Dialog Insight de d'autres sources. Le, le meilleur exemple que j'aime utiliser, c'est par exemple des données de transaction. Les données de transaction, c'est de l'information qu'un système comme Shopify ou un système de e-commerce va récolter et que nous, on peut intégrer chez nous pour faire de la personnalisation plus avancée dans les communications. Donc, tout ça, pour moi, même si j'ai cette donnée-là, puis je peux la stocker infiniment, je veux pas que cette donnée-là soit utilisée infiniment pour faire de la personnalisation. Puis même les marketeurs vont dire, je pense que tout le monde qui est en marketing va dire, ouais, mais j'ai pas d'utilité d'avoir cette donnée-là après une période de temps. Après, whatever, j'ai pris un exemple de 2-3 ans, mais Ouais. après 5 ans ou quoi que ce soit, cette donnée-là n'a plus de valeur. Je devrais plus l'avoir. Donc, je veux l'automatiser, l'épuration pour dire, je le flush cette information-là, puis j'ai toujours la donnée à jour de mon client. C'est vrai. Il y a beaucoup d'aspects qui sont importants dans ce que tu présentes, François, là. Premièrement, la fameuse guitare, là. C'est évident qu'il y a des notions de scoring qu'on va pouvoir venir rajouter là-dedans qui vont faire que la donnée va exister, mais ne sera plus prise en compte après un certain temps. Ça peut être aussi des éléments comme garde les 3 derniers produits, les 3 derniers concepts visités. Tu sais, ça aussi, c'est des concepts qui sont là. Malgré cela, la notion de pureté, de propreté de la base de données est aussi importante. Puis ça, c'est un des éléments qu'on voit de plus en plus auprès de nos clients. C'est correct que vous ne l'utilisiez plus basé sur ces règles-là, mais en plus, ce qu'on veut, c'est d'être capable de l'épurer de manière claire, automatique, selon des règles que nous, on établit. Euh, parce qu'on veut s'assurer que d'avoir le minimum nécessaire. C'est un peu ça, c'est dans le fond, c'est d'avoir le minimum nécessaire pour pouvoir non seulement s'assurer d'avoir une base de données solide, propre, que tu sais que tu peux te fier sur l'information, mais, mais aussi ça protège les utilisateurs parce qu'effectivement, ça n'a pas vraiment de valeur de savoir que François a magasiné pour une guitare quand il y Mhm. avait le jour de ses 14 ans. C'est là qu'il faut avoir. Fait qu'il y a différents C'est ça. angles d'attaque ou de raisons par rapport à ça, mais c'est là que ces outils-là viennent en place. Exact. C'est ça. Fait que là, je présente pour la donnée relationnelle et puis l'outil qu'on a rajouté, mais on a toujours eu aussi nos outils d'épuration de la donnée comportementale que Dialog Insight récolte. Là. La donnée de quel clic le contact a fait, quelles ouvertures, tout ça. Toute cette information-là est aussi contrôlée par des process. Je suis pas mal sûr que c'est une règle qui est configuré ou qui peut être changé selon le contrat du compte. Mais je pense que Alexandre, tu vas pouvoir me corriger, mais c'est 3 ans, je pense, par défaut, Deux. notre rétention. 2? Deux. OK. Mais c'est contractuellement discuté avec chacun des clients, mais globalement, on start avec deux. Exact, mais le concept, c'est juste qu'on a la mécanique et l'outillage pour encore quand la donnée n'a plus de valeur à un point de vue personnalisation, on peut la supprimer, bien sûr. Après ça, il y a des outils d'anonymisation puis qui vont l'utiliser pour du big data puis d'analyse de données puis tout ça. Donc, c'est là que ça peut être extrait et mis dans d'autres systèmes. Mais pour nous, la donnée en marketing est moins, pour la personnalisation, est moins pertinente. L'autre topic dans la gestion des données, bien sûr, c'est l'effacement de contact. C'est un topic un peu plus sensible à un certain point. Bien sûr, les effets de supprimer un contact, c'est plus que juste c'est plus que juste comme de la donnée
d'effacer sa donnée, c'est d'effacer quasiment son existence au complet. Donc, c'est là des affaires beaucoup plus que qu'on a une philosophie de restreindre un peu ces fonctionnalités-là pour être plus contrôlé, être plus euh, intentional là, en anglais. Là. Désolé, j'utilise beaucoup d'anglicisme, là, mais c'est ça. Si je peux aller sur une des causes, au niveau de la loi C-28, entre autres, il y a la notion d'être capable de revenir contre une marque pour lui dire que la personne a reçu une communication et qu'elle n'aurait pas dû pendant justement 2 ans. Donc, c'est évident que si vous supprimez le contact, ça vient avec la suppression de l'historique, la suppression des communications, la suppression de ça. Ce qui fait que là, dans le fond, vous perdez un peu la possibilité de vous protéger ou de vous défendre, du moins, par rapport à ce genre d'accusation-là. Donc, c'est pour ça que oui, c'est absolument possible. C'est évident qu'on a le droit de supprimer. Par contre, il y a des ouais, OK, mais il faut faire attention quand on s'embarque dans ce genre de sujet-là. Mais à ce moment-là, ben, c'est ça. On va vous montrer le comment, mais c'est juste le petit, on fait attention quand on tombe là-dedans. Il faut vraiment ne pas faire n'importe quoi. Euh, si je peux, pendant que tu te promènes, François, on a certains clients, là, principalement dans les milieux financiers, je vais dire, qui ont des exigences justement de suppression de manière régulière, puis ont réussi à trouver des manières vraiment de travailler avec ces gens-là pour avoir un processus qui colle à leur réalité, qui colle à leurs besoins, mais aussi qui colle aussi à l'aspect dangereux légal par rapport à ça. C'est là qu'il faut trouver un peu l'élément. Supprimer un contact une fois de temps en temps, OK, c'est des choses qui arrivent, là. On le comprend. Ceci étant dit, quand c'est plus une action systémique, c'est important de s'asseoir et de discuter. Exact. C'est ce que je voulais expliquer là. Fait qu'on a les outils, on a l'outillage. C'est une question des fois, c'est de communiquer avec nous pour voir, comme je disais tantôt, on est vraiment, on essaie d'être un partenaire dans les interprétations légales de nos clients pour que on puisse faire évoluer nos outils puis qu'on aille tout ce que le client a besoin. Mais après ça, c'est ça, c'est évolutif puis on travaille pour le respect des interprétations de nos clients. Le dernier, je pense pas qu'on va avoir le temps de rentrer dans le dernier sujet qui était vraiment plus dans le consentement des communications, mais je veux quand même mentionner aussi cet outil-là qu'on a rajouté récemment, qui est le concept d'être capable de définir qui est mon DPO, comme Alex mentionnait, une obligation plus de la loi canadienne récemment, mais qui est capable de dire, OK, je suis capable de centraliser pour mon compte quelle est mon information de dépôt. Donc, pour Dialog Insight, nous, c'est quand même une information qu'on peut en même temps communiquer avec cette personne-là s'il y a des questions de sécurité, mais aussi cette information-là est utilisable dans toutes les communications ou dans tous les points de contact avec clients, par exemple dans un formulaire d'abonnement ou dans un formulaire d'interception, quand je montrais le concept de Data Protection Officer, ça peut être un point de contact que vous offrez à vos clients qui sont plus ben, qui sont moins qui ont plus de questions, disons, par rapport à comment vous gérez les données. Donc, ça peut être une bonne façon de gérer la relation avec le client dans ce sens-là, d'y donner un point de contact de la même personne à travers, disons, les pages de destination, les formulaires, comme je disais, pour dire, OK, si vous avez des questions, vous pouvez contacter ici. Là j'ai saisi mon information personnelle, mais souvent, ça va être une boîte de juste avoir une boîte de courriel DPO à Dialog Insight là, pour dire, vous pouvez adresser vos questions ici. Là, Ouais, juste faire attention, là, le DPO doit être une personne. Ça, c'est selon la loi, ça peut être comme genre une ouais, responsabilité partagée, là. oui, exact. Ça doit être une personne définie au niveau de la compagnie, mais en termes de gestion de clients, je pense que il y a comme ça peut être Ouais, flexibilité de dire je communique à une adresse courriel parce que ça c'est plus des questions de TI, là, mais il y a plus de flexibilité à avoir une adresse que tu peux partager avec plusieurs personnes. Là. C'est absolument, ça. absolument.
Puis, Donc, c'est important de mentionner à ce niveau-là que, évidemment, là, nous, chez Dialogue Insight, on met énormément d'efforts en R&D sur la sécurité des données. C'est notre pain et notre beurre. On avait sorti d'ailleurs les chiffres, là, j'ai un blanc complet, là, mais il me semble que c'était quelques millions qu'on a mis dans les 2 dernières années, juste en R&D sécurité. On a une certaine spécialité là-dedans, mais ce que ça amène, c'est ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le côté surface, c'est le côté gestion des utilisateurs. Évidemment, derrière, il y a un aspect de sécurité qui, pour nous, est constamment mis de l'avant dans nos développements. Puis, là-dessus, on va continuer à le faire par sortir des nouveaux features dans les prochaines années. Si d'ailleurs, s'il y a des éléments là-dedans que vous voyez que ça ne répond pas selon votre compréhension des différentes lois, n'hésitez pas à nous poser la question, un, ici, maintenant, ou deux, de manière générale et globale, de communiquer avec nous. Là, on va pouvoir regarder sur comment, parce que l'outil est quand même pas pire solide. je pense que c'est ça. Justement, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a présenté aujourd'hui? Est-ce que pour vous, ça fait le tour? Est-ce que vous vous sentez inspiré? On comprend que ce n'est pas le sujet le plus le plus explosif côté marketing. Par contre, c'est des éléments qui sont quand même extrêmement critiques dans l'utilisation des données de vos utilisateurs. On n'a pas parlé des permissions aussi, mais aussi la gestion des utilisateurs qui sont derrière tout ça. Donc, s'il y a des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. On va pouvoir y répondre maintenant. Moi, François, il y aurait peut-être une première question. Tu as parlé de tracking dans les contacts, un tracking de comportement des contacts dans des communications. Est-ce que ça passe par le fameux pixel dans les communications? Est-ce que c'est voyons, cette communication-là, elle est aussi traquée d'une certaine manière, nous, par Dialogue Insight? Peux-tu rentrer un peu plus? Ouais, je peux expliquer un peu plus comment ces mécaniques-là fonctionnent, là. En fait, comme je disais, notre outil de suivi comportemental, par défaut, a une approche d'anonymisation. Le pixel de tracking est encore présent, mais la personne qui va faire l'ouverture va être anonymisée dans son ouverture. Un peu comme sur un site web. Je vais souvent avoir le page view, la donnée de page vue va encore habituellement perdurer, même si la personne a refusé, mais tous les essais de traquer la personne pour des fins marketing, c'est tout cet aspect-là qui va être bloqué. Donc, le cookie ou le pixel de tracking est encore là, mais il est à place d'être utilisé pour des fins marketing, comme on les comprend, de faire du ciblage, il est fait pour des fins analytiques. Donc, les données, comme je montrais, sont encore présentes. L'intégrité de nos résultats est là. C'est juste que je peux pas faire des ciblages, par exemple, sur une personne qui a cliqué dans le message, là. Ça, ça a des impacts un peu plus larges. Je pense que une des questions qui vient la suite logique de cette question-là, disons, c'est comment est-ce que mes campagnes ou mes groupes vont réagir. Bien sûr, s'il y a une campagne ou un scénario qui est configuré pour dire après l'envoi de courriel, valider que la personne a cliqué pour envoyer ou faire une relance. Bien sûr, si la personne a refusé que je fasse de la personnalisation sur sa donnée comportementale dans les communications, alors ça va toujours tomber à faux pour cette personne-là parce il va être anonymisé dans ses données et donc c'est ça, il va jamais, ces conditions-là vont toujours tomber à faux, là. Super. Il y a une série de questions qu'on a reçues qui se résument, en fait, sont reliées les autres. C'est à quel point c'est nécessaire d'aller chercher les consentements supplémentaires, parce qu'on a présenté beaucoup de manières d'aller chercher les consentements.
ou de retirer le consentement. Est-ce qu'on a besoin, est-ce que c'est nécessaire, selon la loi, de venir chercher ces consentements supplémentaires-là? La réponse est, en fait, c'est pas aussi, je peux pas dire oui ou non. C'est pas une question qui est si simple que ça. Tout dépend de la manière qu'ont été acquises votre base de données actuelle. Selon les textes de loi actuellement, il y a une notion que les lois s'appliquent peu importe leur moment où est-ce qu'elles ont été votées. C'est-à-dire que si la loi est partie en septembre cette année, il y a quand même un historique derrière. Si vous êtes confiant que l'ensemble de votre base de données a un consentement éclairé et clair, effectivement, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher ces consentements supplémentaires. C'est vraiment des outils. Pour ce qui est du tracking que François vient de décrire, il faut voir, il y a une différence. Est-ce que la personne a consenti à recevoir votre communication? Est-ce que c'est la même chose que consentir à être traqué, que son comportement soit traqué, suivi, excusez, là, dans cette même communication? C'est deux consentements différents. Est-ce que c'est indiqué de manière suffisamment claire dans vos communications, dans vos formulaires, mais peut-être qu'effectivement, cette notion-là n'est pas nécessaire. C'est vraiment des options qui sont là. Mais je vais donner un exemple où on avait un client avec qui on a fait un mandat où est-ce que on a justement posé ces questions-là. Puis le constat qu'on avait, c'est qu'on était pour se concentrer sur le formulaire. Et lors de l'acquisition, c'est-à-dire lors du consentement, le formulaire indiquait à ce moment-là que les gens consentaient à recevoir et que leur comportement était pour être traqué. À ce moment-là, évidemment, pas besoin d'aller plus loin. Donc, il y a une notion qui est plus complexe que juste dire oui ou non. Ça dépend toujours de comment vous avez acquis ces données-là et est-ce qu'elles sont suffisantes. Ensuite de ça, c'est des options. C'est pas, effectivement, ces outils-là ne sont pas légalement obligatoires, mais c'est des options qui sont pas. Ce que je dirais pour aller un peu plus loin puis renchérir ce que tu dis, il y a le concept légal, mais il y a aussi des fois une question de brand, une question de comment je veux que le monde ait confiance en ce que je recueille, dans comment je recueille la donnée, dans comment je leur propose, comment la confiance vraiment, là, puis tu le mentionnais qu'il y avait de l'érosion de cette confiance-là avec les marques. Mais en fait, d'avoir des outils ou d'aller plus loin même que des requis légaux, des fois, ça peut créer cette relation-là et cette confiance-là avec un client. Je lisais des articles récemment, puis quand même une des gros bénéfices à avoir une marque de confiance avec les clients, avec les utilisateurs pour que le monde continue à acheter et soit des clients fidèles à long terme, là. Ouais, puis si je peux aller en conclusion, c'est important aussi de séparer les textes de loi de la technologie. L'exemple que je donne toujours à ce niveau-là, c'est que, par exemple, il y a la notion de consentement, bien qu'elle soit là depuis quelques années, les outils de traitement des courriels l'avaient pour la plupart intégré ces notions-là depuis bien longtemps parce que pour eux, ça avait une force commerciale. C'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple de Google, par exemple, leur Gmail, une des forces qu'eux se mettaient de l'avant, c'est qu'on ne recevrait pas de spam. Mais pourquoi? Parce que leur algorithme derrière classait de manière claire les communications entrantes pour les mettre dans des dossiers séparés. Ils sont allés plus loin. Là. Ils ont maintenant des onglets là, avec des types de communication, etc., etc. Donc, ils étaient là avant la loi. Et vous, en tant que personne qui fait des communications, votre objectif, c'est que ces communications-là soient lues. C'est que ces communications-là soient, que l'information soit bien traitée, que vous voulez avoir cette performance-là, c'est 100% correct. Mais pour ça, il y a l'aspect légal, c'est une chose, mais aussi se tenir bien au courant de ce que ces plateformes-là amènent, parce que souvent, les lois sont, jusqu'à un certain point,
un peu en retard par rapport à ces outils-là, ce qui fait que c'est légal, mais vous n'aurez pas de performance. Donc, pense que à je partir pense que de tu as là, je pense que t'as un bon sujet pour un autre webinaire, là, Alex. ouais, jusqu'à un certain point, oui. Mais c'est que ça va plus loin que la loi aussi. Regardez, ce que François parle de confiance, c'est un peu ça qu'il faut aller chercher. Les outils sont là tout simplement pour vous permettre d'automatiser puis de simplifier la gestion de ces éléments-là. Mais votre objectif reste toujours le même. Garder la confiance, garder la performance, puis que les gens aient le goût de lire vos communications, finalement. All right. Ben, je pense que ça fait le tour. S'il y a le temps pour une dernière question, on pourra y aller. Sinon, on va tout simplement vous dire merci. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. L'entièreté des équipes sont là pour ça. Puis, tenez-vous au courant de notre infolettre que vous pouvez évidemment vous abonner. Puis, on va vous demander si vous avez le droit, si vous voulez être traqué, etc. Mais on va vous communiquer aussi. Là, on a plein de choses qui s'en viennent au niveau de la technologie, là, des features. Fait que, tenez-vous au courant, il y a des belles choses qui s'en viennent avec Dialogue Insight. Sinon, merci encore et à une prochaine.